Bonjour pour ceux qui arrivent. On va prendre le temps de quelques minutes en attendant que les personnes se connectent. Je suis heureuse de vous accueillir sur ce webinaire. On va se donner 2-3 minutes. Je vous remercie de prendre cette heure de rendez-vous pour écouter ce webinaire. Et donc, nous allons commencer d'ici pour 13h05. Bonjour Sylvie, toujours les mêmes, toujours présentes au poste. Et puis bonjour Pierre, c'est vrai que c'est très agréable de te voir ici. Et, et j'espère qu'on va pouvoir prendre le temps un petit peu de discuter un petit peu plus tard tous les deux. Allez, top chrono, 13h05, dans une minute, on va démarrer. Bonjour Isabelle aussi. C'est bien, je me sens soutenue chez mon équipe, qui est mon équipe de choc autour de moi. Bon, 13h05, on va démarrer tranquillement, ça va faire venir les autres. Il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites, mais c'est toujours compliqué de se trouver une heure dans son emploi du temps entre midi et 2. Donc, on va voir. Petit à petit, les gens vont nous rejoindre, j'en doute pas. Je démarre avec la caméra et puis peut-être après, j'enlèverai la caméra pour un meilleur passage de la bande. Ce sera peut-être plus simple et je vous retrouverai en caméra à la fin de ce webinaire.
Donc ce webinaire, c'est le début d'un cycle de conférences que j'appelle la conférence Urkind. Je vais vous présenter, pour celles qui me connaissent et les autres, ce que c'est que Urkind. Urkind qui veut dire Ur, la préhistoire, Kind, l'enfant. Urkind qui serait l'enfant à l'origine du monde. Et puis, donc, premier épisode qui est la sage-femme au cœur de la santé mentale parentale, un soutien essentiel. Pour autant, je sais, pour avoir vu les personnes qui se sont connectées, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas que des sages-femmes qui sont là. Et j'en suis ravie parce que, pour moi, la périnatalité, c'est vraiment une histoire d'humanité et une histoire pluridisciplinaire. Donc c'est très chouette qu'il y ait plein d'autres professions qui soient là, autres que des sages-femmes. Donc pour moi, je suis sage-femme, je suis gestalt thérapeute. Je m'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure sur c'est quoi ce truc, la gestalt. Je suis conférencière, je suis créatrice du concept Urkind et auteure, je vous partage ça en avant-première. Ça part, mon premier tout petit ouvrage, mais part chez l'imprimeur ce soir, donc je suis très fière. Et ça s'appelle La légende de l'Urkind. C'est un conte initiatique. Mon énergie de vie, les mères. Les mères, pourquoi les mères? Parce que c'est... j'ai envie de dire, je vais citer la psychanalyste Gisèle Arus-Révidi, qui déclare dans un de ses ouvrages « Chacun théorise depuis le lieu de sa propre enfance ». Eh bien, je n'échappe pas à cette règle. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est chez le bébé, c'est l'adulte en devenir. Et l'adulte en devenir est son environnement maternel et paternel. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais passer peut-être pour avoir une meilleure transmission, je passe en image et je vous récupère dans une demi-heure. Donc, hop, je vais passer, voilà. Et donc, pour moi, c'est quoi mon histoire de vie, puisque je théorise moi aussi depuis le lieu de ma propre enfance, c'est que je suis née d'une maman en deuil et en dépression du postpartum. Ma maman n'a pas reçu beaucoup d'aide au niveau psychique. Et cette étape, ça m'a suffisamment imprégnée pour que j'en fasse une ligne de vie. Celle d'étayer les mères et leur environnement. Quand je dis environnement, je pense bien sûr au père, au conjoint, aux compagnes. Et je vous rassure, et je pense à Pierre qui nous écoute là, un webinaire sera consacré à tout ce qui est la paternité. Mon positionnement aujourd'hui, c'est vraiment transmettre. Cet automne, j'ai pris la décision d'arrêter mon activité professionnelle pour quelques mois pour me consacrer à l'écriture et vous partager ce que les femmes, les couples, les bébés m'ont appris. Pour autant, j'ai également très envie de garder un lien direct avec vous, ce qui explique ce cycle de conférences. Si au cours de ce webinaire, ma vision du monde périnatal vous touche, n'hésitez pas, ici en haut, en rouge, là, vous pouvez cliquer et prendre rendez-vous avec mon équipe. Je me suis vraiment entourée d'une équipe qui prendra soin de votre demande et j'en serai informée. Alors, je vous l'ai promis, Gestalt thérapeute, c'est quoi? La Gestalt thérapie, c'est plus qu'une approche psychothérapeutique. C'est une façon de regarder le monde, en fait. C'est s'appuyer sur une communication qui est basée sur le ressenti, sur mon ressenti de thérapeute et sur le ressenti de la personne qui est en face. C'est vraiment une danse de nos deux ressentis et plutôt que des explications rationnelles et des yakas, il faut que ça on enlève dans tout ce qui est l'approche gestaltiste. L'objectif, c'est de se connecter à l'expérience vécue de l'autre, mais on n'intellectualise pas, on n'essaie pas de résoudre une problématique. L'idée, c'est juste de rejoindre l'autre là où il est. Peut-être ce serait plus simple si je vous donnais un cas clinique. Dans ce cas clinique, c'est
Elodie, une jeune maman qui est face à moi, qui est visiblement abattue. Elle ne me regarde pas, elle baisse les yeux. Son bébé de 3 mois est resté à la maison avec le papa. Elle murmure presque sans voix, elle me dit c'était mieux avant, c'était mieux avant. Il n'y a pas d'autres mots qui peuvent sortir. Si je pars dans l'explication, je vais lui dire c'était mieux avant quoi, c'était comment ça va avec votre bébé, comment vous vous sentez. C'est pas le sujet là. Elle n'est pas à cet instant-là, elle n'est pas rejoignable. Et plutôt que de lui poser toutes ces questions-là, je vais là essayer de la rejoindre. Et je lui pose cette question-là à l'intérieur de moi. Il faut que je vous dise, à l'intérieur de moi, ça fait quelque chose de perdu. En fait, je me sens, il y a quelque chose, une partie de moi qui attrape son émotion et je me sens vraiment, il y a du perdu. Et, et je lui propose et je lui dis, j'imagine que vous êtes perdu. Et est-ce la réalité? Je vérifie, je ne vais pas faire toute une projection sans savoir. Et cette femme me répond, oui, c'est le bon mot. L'idée, c'est de lui prêter des mots, puisqu'elle n'a pas ses propres mots. Je lui dis, vous êtes où là maintenant? Vous êtes sur une île déserte? Vous êtes sur la plage? Vous êtes... il y a quoi autour de vous? Elle me répond, je suis dans une forêt. Eh bien, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Elle me dit, il y a des arbres immenses et ils sont noirs, ils sont pleins de vide. Le mot vide est un mot très très important dans la dépression du postpartum. Je ferai vraiment un webinaire directement sur cette dépression. Mais là, ils sont noirs et pleins de vide. Et c'est pareil là, comment la rejoindre? Ma question vient, c'est est-ce qu'il y a de la place pour que je marche à côté de vous dans cette forêt? Cette femme me répond, non, je peux être que toute seule. Personne ne peut me rejoindre. Je respire quelques instants, je ralentis, je lui dis, est-ce qu'il y a une clairière à proximité? Est-ce qu'il y a de la lumière quelque part? Elle me dit, oui, loin devant. Ok, Elodie, appuyez-vous sur ma voix, je suis assise dans la clairière, je vais rester là pour vous. Je suis là. Donc, c'est quoi l'intérêt? Ce dialogue, ça illustre vraiment l'essence de la Gestalt. C'est rejoindre la personne dans son ressenti et l'accompagner dans son processus intérieur. Et surtout, de la rejoindre là où elle est seule, psychiquement où elle est seule. En pratico-pratique, ça donne quoi? Ça veut dire que pour cette femme-là, je le fais vraiment pas très souvent, et c'est pas très coûteux en énergie pour moi, hein. Mais là, ça va être un SMS par jour, tous les jours, pendant 3 mois, parce que j'attends qu'elle soit sortie de la forêt. Et pendant 3 mois, on ne fait pas de thérapie par SMS, mais elle va simplement me dire, aujourd'hui j'ai peur. Et moi, je vais répondre inlassablement, vous n'êtes pas seul, je suis là. Et je vais la laisser faire le chemin, parce que je n'ai pas d'autre possibilité c'est à elle de faire ce chemin-là. Ce que je veux, c'est qu'elle ne le fasse pas toute seule. Un jour, je reçois un SMS et qui dit « Je suis là moi aussi. Est-ce que je peux venir m'asseoir avec vous dans la clairière ?» Donc ça, c'est ça qui m'intéresse dans le travail gestaltiste. Mais là, je suis en train le temps que je parle, moi, j'aurais besoin de faire connaissance avec vous. Parce que là, je parle devant un écran. Et ce serait quand même beaucoup plus sympathique que je communique un petit peu plus de façon plus humaine avec vous. Est-ce que vous pourriez, dans le chat, répondre à ces 3 questions? Votre profession, votre exercice, hein, où vous travaillez en libéral, en PMI, en hospitalier. C'est quoi votre objectif en participant à cette conférence aujourd'hui? Et puis, de façon globale, qu'est-ce qui pourrait optimiser votre approche de la santé mentale? Et donc, ce qui serait bien, c'est que vous me répondiez dans le même message pour que je puisse vous répondre après, enfin. Vous savez, vous marquez Q1, Q2, Q3, puis vous me répondez dans le même message. Ce serait sympathique de faire ça. Je vous laisse répondre, j'attends quelques réponses. Ok, donc si vous pouvez noter.
Ah, voilà, donc je suis sage-femme libérale. Q2, j'écoute ce webinaire pour mieux comprendre. Très bien. Et j'aurais besoin d'outils de méthode pratico-pratiques pour accompagner la santé mentale des parents. Karine, merci. J'ai un parcours très proche du vôtre. Stéphanie, c'est très très sympa parce que sinon je me sens un peu toute seule, hein. Donc me laissez pas toute seule, discutez avec moi. J'ai plus l'habitude, j'en profite, hein, j'ai plus l'habitude de de parler devant un public, et ça c'est quand même beaucoup plus confortable, mais devant un public en présentiel. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous avons une conférence, nous montons un colloque au mois de juin, le 19 et 20 juin, un colloque à Strasbourg qui s'appellera un colloque Urkind, et on va essayer de réunir vraiment des gens très, très sympas. Et ce sera sur 2 jours à Strasbourg, la santé mentale du parent, les 19 et 20 octobre. Je vous donne l'avant-première. Donc, je vous laisse continuer à écrire un petit peu dans le chat, hein, ce que vous me dites. Merci Karine, merci Isabelle. Donc, je continue. Je vais vous parler de neurosciences affectives. Je suis formée, gestaltiste bien sûr, mais je me suis également vraiment beaucoup formée aux neurosciences affectives. Alors, faisons le tri. Les neurosciences affectives, ce sont des neurosciences qui gèrent non pas l'affectif, le gentil affectif, non, ce sont les neurosciences qui gèrent l'impact, les impacts, les affects, c'est-à-dire quel impact émotionnel je reçois face à une problématique, face à une maladie, face à un divorce, comment je peux réagir par rapport à ça? Comment je suis équipée pour réagir face à une situation? Et aujourd'hui, les neuropsychiatres, les neurobiologistes nous le disent de plus en plus, c'est que, je vous cite Alan Shore, qui est un neuroscientifique de Los Angeles, qui a beaucoup travaillé avec le Québec, et de qui j'ai reçu beaucoup d'enseignements, il dit, le cerveau du nouveau-né s'organise sur le gabarit des cerveaux émotionnels de son environnement, père et mère. Les expériences relationnelles avec les premiers objets influenceront le développement des systèmes psychiques pour la vie entière. Alors, c'est un jargon, un peu, pardon pour Monsieur Shore, que j'ai appris à comprendre, qui m'est assez familier maintenant, mais je vais peut-être essayer de le traduire un peu. Et je vais citer pour ça Dr Changeux, qui est un neurobiologiste et qui dit que la naissance provoque une explosion neuronale dans le cerveau du bébé. Je le cite, on ne s'imagine pas qu'à chaque minute de la vie du bébé, plus de 2 millions de synapses se mettent en place pour construire biologiquement et structurellement son cerveau de nouveau-né. 2 millions de synapses. Et donc, ce qui est important dans les neurosciences affectives, c'est autant ce qui est les neurosciences cognitives, parler, manger, tout ça, vous et moi, on est à peu près équipés en tant qu'humains avec ce même cerveau. Par contre, nous avons tous un cerveau des impacts émotionnels qui est totalement différent d'une personne à l'autre, parce que ce cerveau s'est construit, c'est un canevas qui s'est construit en faisant un copier-coller dès la toute petite enfance de l'environnement, traditionnellement papa-maman. Si ce cerveau, il fonctionne, il est OK, je fais du copier-coller et je le mets dans mon propre cerveau de bébé. Si j'ai une mère en dépression du postpartum, si j'ai du monde absent, si c'est désorganisé autour de moi, je mets du désorganisé à l'intérieur de moi. Et donc, ce qui est très important par rapport à ça, c'est que ça devient une évidence si le bébé tisse son cerveau par rapport à l'environnement. Ce qui est très important, c'est de prendre soin de l'environnement, de prendre soin d'un père et d'une mère, c'est de prendre soin de l'environnement proche pour que un bébé puisse construire, puisse tricoter son cerveau à l'endroit. Ce qui me fait dire, ce qui fait dire à Frédéric Douglas, et j'ai repris
cette très belle phrase, c'est qu'il est plus facile de créer des enfants solides que de réparer des hommes brisés. Ce que nous recevons le plus, les thérapeutes qui m'écoutent là, je pense, vont être OK avec moi. Dans nos cabinets, le motif de consultation le plus fréquent, c'est j'ai mal à mon père, j'ai mal à ma mère. Donc là, ce qui est fondamental, c'est vraiment de prendre soin au départ. Alors, je mets une parenthèse là-dessus, pas de déterminisme, c'est-à-dire, c'est pas, voilà, après c'est fichu d'avance, quoi. On peut toujours, et c'est Boris Cyrulnik qui l'écrit très très bien, on peut toujours à tout moment modifier ce canevas. On peut le faire grandir, le modifier, l'élargir, on peut tisser sa vie différemment, même sur un canevas qui est un peu cabossé. Et comment on va faire ça? Comment on va faire de la réparation? C'est la thérapie, bien évidemment, mais pas que. La thérapie, l'art, le sport, le dépassement de soi, tous les parcours initiatiques. C'est gravir l'Everest. Tous ces parcours initiatiques vont permettre de reconnecter et de redistribuer les cartes. Je cite souvent une phrase qui est super, enfin qui me touche beaucoup, c'est de quelqu'un qui a écrit, qui a été vraiment très très abîmé pendant son enfance, une enfance vraiment fracassée, j'ai envie de dire. Et cet homme-là, c'est Tim Gennard. Et on lui pose la question à un moment donné, et on va lui dire, mais qu'est-ce qui vous a permis, qu'est-ce qui a sauvé, vous a sauvé? Et il a cette magnifique réponse. Il répond, c'est le fait de rencontrer des gens qui m'ont mis assis dans mon cœur. J'adore cette réponse. Mais revenons aux mères. Revenons aux mères. Là, je vais vous parler déjà de cerveau gauche, cerveau droit. J'aimerais bien que vous me notiez dans le chat qui se sent plutôt cerveau gauche, qui se sent plutôt cerveau droit. Cerveau gauche, c'est logique, cartésien, médico-légal. Une question, une réponse. C'est vraiment... le cerveau droit, c'est plutôt de l'émotionnel, des couleurs, de la danse, de l'art. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plus là? Cerveau droit ou cerveau gauche? J'aimerais bien que vous puissiez me... Voilà, cerveau droit, bien sûr. Voilà, voilà, il y a du cerveau droit, il y a du droit, il y a beaucoup. Voilà, un peu des deux, bien évidemment, merci. Un peu des deux, merci, merci Yvette. Hein, c'est évident que nous avons une partie de l'un et de l'autre. Mais pour autant, on a peut-être plus une affinité. Je parle par exemple de mes collègues sages-femmes. Moi, j'ai fait mon école il y a très 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 longtemps. Je suis sortie de l'école en 83, de l'école de sage-femme. Et à l'époque, j'étais élève sage-femme, avec de l'obstétrique au bout des doigts, de l'intuitif. J'étais du cerveau droit, c'est ce qui était préconisé, si vous voulez. Aujourd'hui, nous avons des étudiantes en maïeutique qui sont plutôt formées cerveau gauche, qui sont très brillantes. Moi, je les écoute en conférence, je les trouve extraordinaires. Et donc, parfois, ça pourrait s'opposer, ces deux fonctionnalités, alors que la même profession de sage-femme, c'est fondamental qu'il y ait du cerveau droit, du cerveau gauche. L'idée, c'est de ne pas les opposer. Mais j'ai fait un petit peu, voilà, je suis un petit peu sortie de mon sujet. Revenons aux mamans. Pourquoi je vous parle de cerveau droit et de cerveau gauche? Parce qu'en pays de périnatalité, je vais le dire comme ça, et pour des raisons que les neurosciences n'expliquent pas encore, hein, la femme enceinte, la jeune mère, passe progressivement du cerveau gauche à une prédominance massive en cerveau droit. Elle se met à penser à travers le prisme d'un monde en sensations, en émotions, en couleurs. Ce qui fait dire, et je peux imaginer que tout le monde a déjà entendu cette phrase, sur certaines femmes, depuis que je suis enceinte, j'ai plus de cerveau. Je n'ai plus de cerveau gauche, je suis passée en cerveau droit, c'est-à-dire dans l'émotionnel, dans le ressenti, et qui fait que je vais parler avec des mimiques, je me sens, vous voyez bien, quoi. Une femme me disait, on me dit, elle appelle, elle dit, je saigne.
et je lui dis, «Mais vous saignez, est-ce que c'est une hémorragie?» Elle me dit: «Bah, c'est du gros sang». Et donc je me rappelle ça et je vais lui dire: «Alors, est-ce que ça prend sur un petit Kleenex ou une serviette éponge?» Voilà, besoin d'avoir vraiment de la visualisation. Et on se dit: «Mais pourquoi la nature, elle a fait ce truc-là? Pourquoi les femmes, elles ont plus de cerveau quand elles sont enceintes?» C'est elles qui le disent, hein. Parce que de 0 à 2 ans, le le petit mammifère qui est le bébé, c'est un petit cerveau droit sur pattes. Je l'appelle comme ça. Il parle avec ses émotions, ses yeux, ses mimiques, sa peau, son nez, on voit bien, c'est un petit cerveau droit sur pattes, il a pas le langage. Il est juste dans l'émotion. Et quand une mère en devenir, elle passe en prédominance cerveau droit, et ben, tout simplement, elle rejoint son bébé en apprenant de façon très judicieuse à parler le bébé couramment. Alors, un voyage émotionnel inattendu. J'aime beaucoup ces deux auteurs, hein, Monique Bydlowski qui a beaucoup écrit, beaucoup travaillé sur la femme enceinte. Aujourd'hui, Sarah Bydlowski, sa fille, a pris le relais. Qu'est-ce qu'elle dit, Monique Bydlowski? Elle va nous dire: «Chaque femme enceinte est un ancien nouveau-né convoqué à l'histoire de sa propre naissance». C'est-à-dire que chaque femme enceinte est convoquée à l'histoire qu'elle a pu vivre sur sa naissance, les premières tétées, les regards qui l'ont portée, la relation à son père, la relation à sa mère. C'est pas qu'elle y pense, elle y est convoquée psychiquement. Et Winnicott, il va plus loin parce qu'il dit que tous ces mémoires sont ancrés au niveau corporel et il dit: la maternité, c'est l'ouverture de la crypte de la mémoire du corps. Et si bien que cette mémoire, elle n'est pas corticale parce qu'elle est préverbale, elle est du tout petit. Ce qui est bien que ça, c'est Cyrulnik qui le dit, ça donne des souvenirs sans mémoire. Des souvenirs qui affleurent et qui vont inonder le psychisme maternel, mais sans pouvoir rattacher à quoi que ce soit. Et ce qui fait que ces femmes sont vraiment bousculées au moment de la naissance. On va suivre. Donc, bien évidemment, ça donne un décalage dans la communication. Parce que le système médical, il parle en cerveau gauche, au présent, dans une temporalité fonctionnelle de l'urgence. Et le parent, lui, il communique en cerveau droit, il cherche ses mots, il voyage entre être enfant de ses parents, devenir parent de son enfant. Et là, je reviens, comment on peut faire pour apposer et non opposer ces deux systèmes de santé? On ne peut pas se priver de l'un ou se priver de l'autre. Il ne s'agit pas de dire tout est ressenti ou tout est médical. C'est comment on met les deux ensemble. Ben, ça demande de la compétence, une compétence pour gérer un système qui est complexe. Je fais juste une aparté là, mais je trouve que le travail d'Edgar Morin à ce sujet, et écoutez-le en podcast, cet homme qui est centenaire, hein, et qui parle de la complexité. Comment on fait pour tenir deux événements en même temps? Et donc ça me paraît très, très important de ne pas opposer les choses. Une chose, donc, je vous propose, c'est la cartographie Ourkind. J'ai tenté, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus pour faire un chaînon manquant entre une science obstétricale efficiente et une histoire de vie et l'histoire de vie singulière du parent. Comment créer un outil méthodologique avec un protocole, mais pour ouvrir sur le monde interne du parent, dans toute l'éthique et le respect du parent. Tout ça en se basant sur 10 questions issues des recommandations de la Haute Autorité de Santé, parce qu'on ne peut pas se dédouaner de nos sociétés savantes. Pour pouvoir communiquer avec les parents, la première chose, il s'agit pour faire ce chaînon manquant, de mettre en place une modalité, j'appellerais cerveau droit, pour communiquer avec le parent. Et là, ce que je vais faire, je vais vous faire proposer un petit exercice. Ce petit exercice, depuis là où vous êtes, depuis votre situation, aujourd'hui, ce petit exercice, je vais vous montrer une image, une question,
Et vous allez mettre une cotation à cette question sur votre ressenti. Est-ce que ça fait plutôt du grand soleil à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est un peu nuageux? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de très, enfin, une tempête? Les femmes enceintes vont répondre sur cette fonctionnalité. Je vous propose de faire l'expérience. Ici, prenez quelques instants avant de répondre à cette question. Imaginez que sur cette image, l'enfant, c'est vous. Et à côté de vous, imaginez que ce soit votre mère ou sa représentante. Aujourd'hui, vos repères maternels, ils sont plutôt grand soleil, beau temps nuageux, un peu brumeux, ciel assez gris ou gros orage. Quelle météo cette image met-elle à l'intérieur de vous? Si vous y réfléchissez quelques minutes, si vous ressentez quelques minutes. J'avais une jeune mère en face de moi qui me dit ah, mais ma mère et moi, mais c'est exactement ça, ça représente exactement ce que j'imaginais. Et quand elle me dit ça, si c'est moi qui avais le crayon pour remplir, bah, je dirais grand soleil, hein, je dirais que c'est grand soleil vu ce qu'elle me raconte. Et là, elle me dit, vous voyez le bras derrière moi, là, le bras qu'elle a contre moi? Et bien, dans 2 minutes, elle me balance dans le vide. Ok, bon. Donc, ce qui est compliqué dans l'histoire, ce serait de vouloir déplier. Mais pourquoi vous me dites ça? Comment Alors que l'idée qui est là, c'est simplement de lui dire à cette femme, j'ai entendu que ça vous prend beaucoup d'énergie, cette situation-là. Et c'est ça qu'on va calculer. Je ne suis pas obligée de déplier tout de suite. Ce qu'on va regarder là maintenant, je vous ai montré une question, et ben on va lui en poser 10 des questions. Et avec 10 questions et 10 météos, on va obtenir ce graphique. Ce graphique, c'est ce que j'appelle la cartographie Orchid. Et dans la cartographie Orchid, on a pas mal d'items. Les couleurs en jaune, nous avons toute l'énergie, toutes les ressources mobilisables dont dispose cette femme pour mener à bien sa grossesse. En violet, ici, dans ce cas clinique très particulier, nous avons tous les empêchements. L'énergie, elle est distribuée ailleurs que de la grossesse. Ça permet de faire un contenant de l'affect parce que tous ces empêchements-là, ils sont toutefois contenus par quelque chose, psychiquement, ils sont contenus. Ce dessin permet de contenir psychiquement l'affect. Ça paraît anecdotique comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui va, on voit les femmes qui vont se poser, ça va permettre de contenir. Qu'est-ce qu'on va, c'est un moyen de communiquer. Une jeune femme de Maman Blues, que peut-être tout le monde connaît, qui est Maman Blues, c'est l'association qui gère la dépression du postpartum. Une jeune femme me disait, bah, vous voyez, quand je ne savais pas où j'étais, j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Mais si j'avais eu cet outil, j'aurais pu dessiner où j'étais. Donc j'aurais pu dessiner mon mal-être. Ça permet aussi d'avoir un curseur. Là, cette femme, elle a 40% d'énergie. On pourrait très facilement imaginer, dans ces 40% d'énergie, que cette femme, ça va être compliqué pour mener à bien sa grossesse. Qu'est-ce qu'on voit si on essaye de la lire, cette fois-ci en tant que professionnelle? On voit que cette femme, elle dit « mais oui, tout va bien, tout va bien ». C'est ce qu'elle nous raconte. Mais là, elle nous dit qu'elle n'est pas entourée, que ce n'est pas exactement la grossesse qu'elle a imaginée, que ses antécédents gynéco-obstétricaux sont compliqués dans sa tête, elle ne se sent pas en super forme, économiquement, c'est très difficile pour elle, c'est compliqué avec son père, c'est pas tout à fait simple avec sa mère, son chemin de vie reste très nuageux et l'accompagnement des professionnels n'est pas au top. Pour elle, elle n'arrive pas à recevoir. On peut imaginer qu'avec 40%, moi je vois cette cartographie, je suis inquiète. Je vous dis, c'est une vraie cartographie, je vous donne ce cas clinique. Selon vous, est-ce que ça vous inquiète ça? Quand vous voyez juste, essayez de me répondre dans le chat.
est-ce que quand vous voyez cette cartographie et tous ces items qui sont touchés, est-ce que ça vous inquiète? Vous me dites juste oui, non. C'est quand je vous dis inquiète au niveau obstétrical. Je vous laisse, me répondre. Oui, je vois que là, merci, c'est bien. Oui, non, c'est très très bien. Je vois encore quelques réponses, s'il vous plaît. Voilà. C'est alors l'idée, c'est, vous voyez, c'est on a mis tout ensemble. C'est-à-dire qu'une femme qui a pas trop de matrice de soutien, on va lui trouver des solutions. Une femme qui a des antécédents gynéco-obstétricaux, on va lui trouver une solution, on va en parler. Au niveau socio-économique, on va voir avec l'assistante sociale. Au niveau du père, on va peut-être voir avec le psy. Déjà, ça nous permet de mettre tout le monde en lien. Mais cette femme-là, elle nous dira, parce que c'est un vrai cas clinique, elle nous dira, depuis le début, je leur ai dit que j'avais pas l'énergie. Je l'ai dit, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas d'énergie. Mais ils m'ont pas cru. Cette femme, là, quand elle fait quand je vous raconte cette histoire-là, elle est à 24 semaines. Elle accouchera 10 jours après. Le bébé ne survivra pas avec un accouchement très prématuré. Et elle continuera de dire, mais je leur avais dit que je n'avais pas l'énergie. Est-ce que si on avait eu cette cartographie, ça aurait changé la donne? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, une chose que ça aurait changé, c'est que peut-être ça aurait mobilisé les professionnels en se disant, oui, quand même, 40% d'énergie, c'est pas beaucoup. Il y a une étude épidémio qui devrait se mettre en place au CHU de Nancy. Il a failli l'année dernière, l'étude a failli démarrer l'année dernière, je croise les doigts, j'espère qu'elle va démarrer cette année, pour essayer de mettre en perspective, est-ce que une femme qui a moins de 60% est plus à risque qu'une autre, particulièrement dans la dépression du postpartum. Moi, c'est ma croyance. Mais là, donc euh, alors, je vais revenir. Merci Lisa. Je vais répondre tout de suite. L'étude, si vous voulez, qui est une étude épidémio sur 800 femmes, est-ce que quand on a moins de 60% d'énergie, moins de 60% de jaune, est-ce que quand on a moins de 60, est-ce qu'on est à risque d'accouchement prématuré? Est-ce qu'on est à risque de dépression du postpartum? Mon expérience fait penser que oui. Mais l'idée, c'est vraiment, avec toute une étude de façon très protocolaire, l'idée, c'est de le prouver. Lisa, je vois que c'est écrit, je n'ai pas très bien saisi la lecture de la carte. Merci pour cette remarque. La lecture de la carte, elle est très simple. Quand on voit ça, ça permet de mettre en lien tous les facteurs, l'interdépendance de tous les facteurs. Ça permet de dire que cette femme, là, en situation actuelle, elle nous a dit 2, c'est-à-dire qu'elle nous a dit que c'était beau temps. Et pour la matrice de soutien, elle nous a dit c'est gros orage, la matrice de soutien. C'est très nuageux pour ma grossesse imaginée, grossesse réelle. Très nuageux aussi. Voilà, et voilà. Repère paternel, socio-économique, elle nous a dit c'est très très nuageux dans ma vie. Repère paternel, très nuageux dans ma vie. Voilà, et c'est ça qui nous permet de comprendre et d'avoir une lecture immédiate de ce qui se passe. Ça permet également, je vous dis, de contenir. La cartographie Urkin, aujourd'hui, il y a 2000 professionnels de santé qui sont formés, particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté. Et ici, et beaucoup, il n'y a pas que la Franche-Comté, il y a également beaucoup de PMI qui se sont formés. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir dire que on inverse le paradigme, si vous voulez. On ne dit pas quel est le risque, on va dire, mais quel est le potentiel de cette femme, hein, quel est le potentiel de cette femme? Parce que ce qui est important, pour moi, hein, et puis je vais répondre à vos questions ensuite, hein, c'est du gain de temps. Parce que les compétences du parent se mobilisent là où il sait déjà faire. Et quand on s'appuie sur ce qui va bien, les ressources internes se mobilisent pour se mettre au service du dépassement de soi. Ça donne un partenariat très, très, très efficace. Et je terminerai là-dessus, c'est au Québec, une amie québécoise me disait, mais quand j'étais petite à l'école, le maître, il faisait une dictée. Chez vous, on souligne en rouge et on marque faux.
Moi, il ne faisait pas ça, le maître. Ce qu'il faisait, il stabilotait tous les mots justes. Et on comptait les mots justes qu'on avait, et l'objectif, c'était d'en gagner encore. Et donc là, ce que je vous propose, quand je vous montre cette cartographie, c'est de stabiloter les mots justes du parent et de leur proposer de gagner du jaune. Tout ça, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez cliquer ici et vous prenez rendez-vous avec notre équipe qui va vraiment pouvoir dire voilà ce qui se passe, voilà comment on peut aider au niveau du prénatal, la cartographie existe en prénatal, elle existe en postnatal, elle existe en accordage mère-bébé, elle existe en PMA, et aujourd'hui, là, très, très récemment, dans le deuil périnatal, l'accompagnement du deuil périnatal et la sexologie. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer ici. C'est vraiment quelque chose qui, comme vous le voyez, ça me passionne. Et puis, ce que je voulais vous peut-être répondre, alors je ne sais pas s'il y a des questions, hein, des questions qui se posent, et ça c'est très chouette. Alors je lis un petit peu, je vérifie, je travaille exactement comme ça avec les ressources déjà existantes chez le patient, mais vraiment merci, je suis très contente quand j'entends ça, c'est très très chouette, hein. Là, Isabelle, nous parle d'un environnement capacitant. Hein, c'est sur le plan éducatif. Et je sais qu'Isabelle travaille avec le handicap. Et effectivement, on travaille avec les ressources, le potentiel de l'autre. Euh, alors, je regarde aussi dans les ressources. Je regarde, ok, tout ce que vous m'avez transmis, c'est très bien. Je ne sais pas, c'est... Hop. Voilà. Formé au deuil périnatal, expérimenté sur le terrain, intérêt pour le sujet. Voilà, c'est très chouette. Bah, Stéphanie, si tu veux qu'on entende parler de notre cartographie deuil périnatal, bienvenue. J'accompagne les futurs et jeunes parents, notamment les pères. Merci Pierre. Et c'est fondamental de faire de la pluridisciplinarité, hein. C'est vraiment d'aller de travailler en réseau. La femme enceinte a besoin, elle est un peu morcelée psychiquement, et elle a vraiment besoin d'un contenant psychique. Et le contenant psychique, aujourd'hui, il est un peu bousculé, hein, dans l'environnement dans lequel on vit. Et nous, professionnels, nous sommes le contenant, nous faisons partie du contenant psychique. À une seule condition, c'est qu'on se donne tous la main pour qu'il contienne ce contenant, hein. Donc c'est ça qui est important. Et merci un petit peu de toutes vos remarques, hein. Je lis, hein, c'est la psychiatrie périnatale, on voit aujourd'hui, on commence enfin à s'intéresser à la psychiatrie périnatale, et je vois qu'il y a plein de... Il y a quelqu'un, par exemple, qui me dit qu'il a créé aussi des outils, hein, et je vois Pauline, mais Pauline, avec plaisir pour échanger, pour qu'on puisse parler de tout ça. La coordination en maïeutique, pour moi, c'est faire du réseau. Je le répète, pour faire de la contenance psychique, nous avons besoin de faire du réseau, tout entre nous. Oui, Charlotte qui dit « Je rencontre beaucoup de patientes en souffrance ». Aujourd'hui, on sait, dans la dépression du postpartum, on sait qu'on a pratiquement 50% des femmes en dépression du postpartum qui ne sont pas diagnostiquées et qui font parfois une errance thérapeutique. On les voit passer de l'un à l'autre. C'est urgent pour nous tous de nous former à vraiment accompagner ces femmes. Les enjeux, bien évidemment, la PNL, bah oui, tout ça, ce sont des outils qui sont très importants. Ah, Pauline, infirmière puéricultrice libérale, bravo Pauline, hein, parce que
Aujourd'hui, c'est pas facile d'être infirmière puéricultrice. J'espère que vous allez gagner en notoriété et en convention. Donc, sage-femme, sage-femme, merci. Merci Christophe d'être là, qui nous écoute, qui nous suit depuis un moment. Et, donc, je regarde en dessous s'il reste des questions. Pourquoi certaines patientes veulent d'avoir fait ressurgir qu'elles ont elles-mêmes exprimé spontanément? Ah, c'est très très bien, Stéphanie, de poser cette question-là. C'est nous en veulent, hein, c'est ça. Pourquoi certains nous en veulent d'avoir fait ressurgir? C'est une très bonne question, Stéphanie, parce que ce que je vais faire, vous savez, ce sera plus confortable la caméra. Elles sont dans la transparence psychique de Monique Bydlowski, c'est-à-dire qu'elles ont un émotionnel qui est à fleur de peau, hein, qui vraiment et en même temps, elles vont, pardon, je vais vous mettre la dernière slide, voilà. En même temps, ces femmes vont avoir besoin d'exprimer, mais elles ont besoin surtout, surtout, surtout qu'on contienne leur émotionnel. C'est pas je veux vous expliquer ce que je vis, c'est je veux que vous conteniez ce que je vis. Je m'explique. C'est-à-dire que si on leur pose la question sur le maternel, par exemple, sur cette femme-là, qui avait mis 5, si on lui dit comment, où, pourquoi, c'est pour pouvoir entendre cette femme. Je sais maintenant, parce que j'ai les deux casquettes de sage-femme et de psy, c'est qu'il faut être contenu à l'intérieur de soi, être capable d'entendre, être capable de laisser des silences, de laisser la responsabilité à l'autre, faire le travail avec tous les échos que ça fait à l'intérieur de soi en tant que thérapeute. Et pour ça, il faut vraiment être accompagné et avoir une méthodologie. Quand, en tant que sage-femme, j'écoutais les mêmes histoires de vie, je laissais déplier, mais j'étais noyée en même temps que cette femme. Et donc, si cette femme, elle est noyée, si moi je suis noyée, je ne vais pas être disponible pour cette femme. Et quand la femme, elle voit qu'elle nous a perturbés, là, ça la rend triste, elle est encore plus perdue. Et puis, plus vous lui posez de questions, et plus elle va redescendre petit à petit dans son émotionnel, elle va repartir. C'est une petite fille de 4 ans qui ressort de votre cabinet. Ça, c'est pas possible de faire ça. Ce qui est à faire, c'est quand on est en thérapie, quand c'est vraiment un travail thérapeutique, la femme va redescendre à un niveau de 4 ans. Mais l'idée, c'est de la laisser remonter à l'état d'adulte pour que quand elle ressort, elle a vécu une expérience, mais elle est de nouveau équilibrée. Et moi, en tant que thérapeute, j'ai vécu une expérience avec elle. Et si je suis trop bousculée, j'ai de la supervision pour ça. Mais là, le faire de façon juste avec son bon cœur, ça ne suffit pas. C'est vraiment quelque chose, on ne peut pas le faire seul et on ne peut pas le faire juste avec son bon cœur, je le répète. C'est vraiment dès qu'il y a de la souffrance psychique très forte, c'est de entendre, j'entends, effectivement, j'entends qu'il y a de la souffrance chez vous. Je ne suis pas forcément la meilleure personne parce que ça mérite vraiment qu'on en prenne soin. Je ne suis pas la meilleure personne, mais je travaille, je l'appelle tout le temps comme ça, avec Josette, une thérapeute qui est vraiment super, la psychologue du service, là, et on va, Josette, vous et moi, on va prendre soin de la situation. Mais surtout, si vous voulez vraiment bien faire les choses, ne le faites pas seul, faites-vous accompagner, vous, en tant que professionnel, et prenez vraiment votre part à vous en tant que sage-femme, sur le côté médical, et prenez la part qui est tout à fait la part psychique, la douleur, l'hémorragie psychique prise en charge par la thérapie, et parlez-vous, thérapeute et sage-femme. Et c'est comme ça qu'on va contenir l'émotionnel. J'espère, Stéphanie, que j'ai pu répondre. Je regarde si vous avez d'autres questions qui ont été posées. Je vois l'heure qui passe, effectivement. On avait dit 13h45. Une chose, je vous dis, si cet épisode vous a plu, mettez-moi un petit mot dans le chat, hein, parce que comme ça, et puis dites-moi si le prochain épisode vous intéresse.
Je lis encore, il y a une question, comment convaincre les pouvoirs publics de s'engager dans cet enjeu majeur? Ah, oui, c'est alors pour convaincre, ouais, c'est bien mon combat. Pour convaincre les pouvoirs publics, il faut faire de l'épidémio. Il faut des chiffres, il faut publier et c'est bien tant que ce n'est pas publié, on m'a dit la dernière fois quand, j'étais avec un comité de la DRCI, la direction, de la recherche, on m'a dit: «Tant que c'est pas prouvé, c'est que c'est pas vrai». Bon, donc et ben, c'est le travail, il faut faire, vraiment c'est le chemin qui est indispensable. L'expérience de terrain ne suffira pas. C'est vraiment l'expérimentation. D'où l'intérêt, je parlais de la cartographie, pourquoi nous avons coté la cartographie 40% par exemple. C'est pour que pouvoir avoir des chiffres, pour pouvoir faire des datas, c'est les datas, aujourd'hui on ne parle plus que de ça, c'est les datas qui montreront le chemin. Hein, c'est le monde cerveau gauche qui fonctionne. Si on veut, on est obligé. On est, on est dans un milieu où on est obligé de passer par là. Ça n'empêche pas de prendre soin des personnes en attendant. Donc, existe-t-il des impacts, des études impact en cours et coûts en santé? Ce que je peux répondre, c'est bon, bah, il y a cette étude, j'espère, qui va voir le jour l'année prochaine à Nancy, avec bon, j'espère vraiment que ça passera cette fois-ci. Et puis c'est répondre à tout. On est sur le qui-vive pour répondre à tous les appels à projets, pour essayer de dire: «Oh, on existe, on est là» et je pense que ça fonctionnera si on arrive à tous travailler ensemble. Donc j'espère que je n'ai oublié personne. Un transfert de compétences, oui, bah, Sylvie, on va te répondre, voilà, pas de problème. Et puis bah, merci un petit peu pour vos remarques, pour vos points. Bah, je suis ravie d'avoir été avec vous pendant cette heure. Et puis, bah, j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses pour le prochain épisode. Et puis, s'il y a des épisodes dont vous avez envie d'entendre parler, eh ben, vous cliquez ici, là, et vous nous dites, pour le prochain épisode, on veut entendre ça. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite un bel après-midi. Et puis, je vous dis à très bientôt alors. Merci beaucoup.